Bonjour groupe, comment ça va? Jean-François Sénéchal, votre professeur pour le cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous cette semaine? La grève! Écoutez, nous sommes en grève. J'espère que ça se passe bien de votre côté. Grève, là, je parle pas de la grève des transports à Lévis, malgré que c'est compliqué aussi. Mais je parle de la grève des profs, grève des transports, grève des profs, pandémie. Écoutez, c'est compliqué votre DAC, hein, non? Bon. OK, ben je ris un peu, mais en même temps, vous le savez, là, vous avez toute ma compassion, ma sollicitude. Je sais que c'est compliqué pour vous les choses. Mais en même temps, ben moi, je vais vous simplifier une partie de la donne, là. C'est-à-dire que pour FI 3900 éthique et professionnalisme, ben dites-vous que, en résumé, que tout est pareil. Donc, il n'y a rien qui change pour vous. Il y a un cours mardi. Il y a pas de problème avec moi. Il n'y a pas de report. Il y a rien. Donc, j'ai mis un beau mot là, sur la page d'accueil du cours, mais vous n'êtes même pas obligé de le lire. À la limite, vous pouvez vous dire, il n'y a rien qui change pour le cours éthique et professionnalisme. Puis pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne suis pas prof. Donc, moi, je suis un chargé d'enseignement, les amis. Hein? Un chargé d'enseignement, c'est quoi? Ben, c'est un prof qui n'a pas le statut de prof. C'est un peu ça. Mais non, mais sinon, là, j'en dirai pas plus. Mais le résultat de tout ça, c'est que je suis pas en grève. Donc, euh, évidemment, je suis solidaire de mes collègues profs. Puis, évidemment, là, si leurs conditions de travail sont accrues, que ce soit en recherche ou en enseignement, là, si tout ça est bonifié, mais ce sont aussi mes conditions de travail qui risquent d'en bénéficier. Puis idéalement, à la fin, mais c'est ce qui est souhaité. Soyons pas sarcastiques, là. Idéalement, ce qui est souhaité, c'est que les conditions pour les étudiants aussi soient accrues, que vous puissiez vous aussi bénéficier d'un meilleur contexte d'enseignement ici et de recherche à l'Université Laval. Donc, plus de temps, plus de ressources, plus d'appui pour nos tâches communes d'enseignement. En tout cas, c'est ça l'esprit des revendications et en même temps, là, ben, je ne rentrerai pas dans les détails. Donc, ce que je disais, c'est grève ou pas grève, pour vous et moi, ben, c'est la même chose, hein. On se pointe en classe mardi, puis à moins qu'on me bloque là, physiquement l'entrée avec une belle ligne de piquetage, là, c'est pas ce qui est prévu de toute façon, là. Donc, à moins qu'il y ait ça. En même temps, je suis informé qu'il y a ça, je me déplacerai même pas. Mais c'est là où ça se rentre, là. C'est là la limite, je dirais, de ce que je ferai. J'essaie d'être solidaire envers vous, envers mes collègues professeurs, envers mon institution. On doit négocier tout ça, hein. Conflit de valeurs, conflit de rôle, conflit de normes. Il y a une dimension éthique là-dedans. Puis vous irez relire mon message sur la page d'accueil du cours, là, puis vous allez voir que j'ai puisé à la fois des arguments dans le conséquentialisme, dans le déontologisme, puis dans l'éthique de la vertu. On verra si vous êtes capable de faire ce genre d'analyse. Écoutez, cette semaine, je vous propose une formule qui ressemble au module que nous avons vu ensemble la semaine dernière, donc le module 6. Dans ce podcast, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder avec vous les principales notions du module 7, puis peut-être quelques tâches là, que vous avez à faire. Ce sera plus clair pour vous. Puis, il faut faire tout ça, hein. Donc, je sais que, allez voir la liste de tâches à faire, là. Il y a beaucoup à faire, hein. Puis, je sais que vous aimez ce podcast. Si vous l'écoutez, c'est que c'est le cas, mais en même temps, c'est insuffisant. Donc, venez en classe, passez à travers la liste des tâches prévues, hein. Vous en aurez besoin là, pour approfondir les notions et l'ensemble de la matière couverte dans ce module 7. OK, module 7. Il y a du droit, il y a de la philosophie qui est au programme. On est rendu à la semaine 7, là. C'est le temps de commencer à entamer peut-être des réflexions un peu plus sérieuses et philosophiques. On va prendre le temps, là. On est à mi-chemin. Il y a des thèmes profonds qui sont là, qui n'ont pas encore été suffisamment explorés. Puis, les thèmes que j'aimerais aborder avec vous, c'est en deux parties. La responsabilité. Donc, en éthique, en philosophie morale, le terme responsabilité,
C'est lourd, c'est riche. On va en dire quelques mots dans ce podcast. Donc ça, ce sera la première partie de notre réflexion. La deuxième, c'est sur la notion de jugement. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? En philo, le jugement pratique, moral, tout ça, c'est bien, bien exploré. Il y a beaucoup à dire. On va en faire une partie dans ce podcast. Puis je vous invite à être bien attentif. Donc, c'est sûr que c'est de la philo. C'est un prof qui parle, qui est tout seul. Il n'y a pas d'interaction. Donc, je vous invite à vous trouver un moment là, pour écouter tout ça en prenant une marche, en faisant la vaisselle, en faisant une tâche qui est un peu moins sollicitante pour votre cerveau, là, parce que vous aurez besoin d'être bien présent, bien à l'écoute de ce que j'ai à vous dire et à vous raconter. You really are doing great, Chell. Commençons par la responsabilité. Hein? C'est un terme riche. Soyez responsable. Soyez responsable. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire être responsable? C'est le cas là, en philosophie. Là, il y a des termes comme ça qu'on utilise à tous les jours, puis dès qu'on commence à poser des questions, on ne sait plus exactement ce que c'est. Augustin, un philosophe bien connu, Saint-Augustin, que vous connaissez peut-être sous cette appellation, mais il était d'abord Augustin avant d'être saint. Donc, Augustin avait une belle formule là, lorsqu'il parlait du temps. Lui, il parlait du temps. Il disait, je sais ce que c'est le temps jusqu'à temps qu'on me pose la question. Hein. Qu'est-ce que le temps? À ce moment-là, je ne le sais plus. Alors, on pourrait dire ça de bien des notions en philosophie. La responsabilité, ça fait partie du lot. On pense savoir ce qu'est être responsable. On utilise ce terme à tous les jours, responsable de ci et de ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Pour réfléchir à cette notion, je vous invite à partir de ce que vous connaissez, de votre culture, la culture populaire. Je vous invite à repuiser dans cette sagesse de ce philosophe qui était l'oncle Ben, hein, l'oncle Ben Parker. Connaissez-vous? J'imagine que vous avez lu ou que vous avez vu au moins Ben Parker dans les aventures de Spider-Man, hein, parce qu'il s'agit bien de ce Ben Parker-là. Et cette citation, elle est proposée en classe pour entamer cette réflexion, puis je me permets aussi de la citer ici. Ouverture de la citation. Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Il y a ça aussi dans votre parcours professionnel. Alors, on va réfléchir à le sens profond de cette phrase. J'espère que vous avez vu Spider-Man, parce que sinon, il va vous manquer. Peu importe, la sagesse, elle est là quand même. Moi, j'ai évidemment vu Spider-Man. C'était un de mes personnages préférés plus jeune. J'aimais bien ce Peter Parker. J'avais l'impression qu'il me ressemblait un peu geek, un peu seul, un peu maladroit, un peu drôle à ses heures. Voilà. Donc, d'ailleurs, avant de sauter dans cette réflexion plus loin, je me permets de vous remercier dans les forums un peu plus geeks. Là, vous savez, au module 6, j'en avais un au module 2, puis il y en avait un au module 6 aussi où je vous demande de partager les valeurs de vos super-héros. Puis c'est vraiment passionnant de vous lire. Il y a plusieurs... écoutez, j'ai l'impression que vous en dites pas mal plus long sur vous que sur le super-héros en tant que tel. Puis c'est intéressant comme façon de vous analyser. C'est-à-dire que ça en dit aussi beaucoup sur vous, sur votre groupe, hein, sur votre génération aussi. Quelles sont les valeurs de votre génération? Quelles sont les valeurs des millennials que vous êtes? Quelles sont les valeurs des futurs professionnels que vous serez peut-être? Vraiment passionnant de vous lire. Puis, entre autres, parmi les citations, mais il y en a une, là. Hein, Spider-Man, Peter Parker, puis Ben Parker, auquel on rappelle qu'un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Hein, ici, c'est vraiment le terme responsabilité. On a l'impression de savoir c'est quoi. Puis, son oncle aussi pense que Peter, c'est quoi. Puis, il lui dit simplement, sois responsable, Peter. Hein, tu as un grand pouvoir, tu le sais. Il parle pas nécessairement de son pouvoir secret, là, parce que l'oncle Ben ne le sait pas c'est quoi son pouvoir. Mais il lui dit quand même, tu as un pouvoir, donc tu as de grandes responsabilités. Puis la question est pleine. Quel est le pouvoir de Peter Parker?
parce que l'oncle Ben ne le sait pas, son super pouvoir. Et qu'est-ce qu'il veut dire par responsabilité? Peterson pose les mêmes questions que vous. Hein? Être responsable, je veux bien, mais c'est quoi mon rôle? Hein? Est-ce que je suis imputable de tout, là, y compris la mort de mon oncle Ben? Ça, c'est la question de Peter. Donc, il y a toute la richesse, je dirais, du sens du terme responsabilité dans tout ça, la question du rôle, la question de l'imputabilité. Et pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, euh, la citation de Ben Parker, hein, c'est un exemple parfait d'éthique de la vertu. Donc, il y a une valeur qui est invoquée, hein, c'est la valeur de responsabilité. Donc, une valeur qui devrait guider l'action et qui devrait guider aussi les décisions, qui devrait donner sens aux décisions de Peter Parker. Donc, ça, c'est vraiment de l'éthique de la vertu. Et comme l'éthique de la vertu, ben, malheureusement, le sens plus précis n'est pas vraiment clair. Hein. Les guides ne sont pas vraiment clairs. C'est quoi être responsable? Euh, c'est quoi pour Peter Parker être responsable? On pourrait lui répondre, en matière d'éthique de la vertu, on pourrait lui répondre, c'est agir comme celui qui est responsable. Hein. C'est agir pour vous, c'est agir comme Peter Parker le ferait. Et pour Peter Parker, il se dit, c'est agir peut-être comme était l'oncle Ben ou comme l'aurait souhaité l'oncle Ben. Donc, on est vraiment dans un argument ou un raisonnement moral qui ressemble, qui s'inscrit naturellement, je dirais, dans l'esprit de l'éthique de la vertu. Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités, donc. Et ben, je parlais du terme pouvoir. Le terme pouvoir est important aussi. Peut-être plus important que le terme responsable dans cette citation-là, parce que le pouvoir de Peter Parker, je le disais, son oncle, il ne le sait pas, son super pouvoir. Donc, on en convient, il a une force, une agilité, un sens de la perception, le spider sense. Il a un sens de la perception décuplé, puis lui, il se dit que c'est parce qu'il a ce pouvoir exceptionnel qu'il aura une responsabilité exceptionnelle. Donc, ça, on en convient. Mais vous, hein, c'est quoi votre pouvoir? Puis c'est peut-être ce à quoi renvoie l'oncle Ben lorsqu'il parle à Peter. Il lui dit, toi aussi, tu as un pouvoir. Il ne parle pas du super pouvoir, mais tu as un pouvoir. Et vous, hein, c'est quoi toi, là, qui m'écoute, qui tente de m'écouter, de rester attentif? C'est quoi ton pouvoir? C'est quoi ton pouvoir? Hein? Le pouvoir, pour une personne comme vous, un étudiant, une étudiante en sciences et génie, c'est peut-être le savoir. Hein? Francis Bacon, qui est un philosophe anglais, avait lui aussi cette formule fameuse Knowledge is power. Hein? La connaissance est une forme de pouvoir. Donc, pour vous, je vous invite à considérer euh, que c'est un peu votre pouvoir, hein, le savoir. Le savoir en sciences et génie. La connaissance en sciences et génie, le pouvoir de faire, le pouvoir de fabriquer, le pouvoir de transformer notre monde, le pouvoir de comprendre la nature pour certains, de maîtriser la nature, de maîtriser le vivant, de maîtriser la matière. Pour d'autres, c'est quoi? C'est d'explorer l'univers, d'explorer l'infiniment petit, très petit, le pouvoir de définir, de redéfinir l'homme, ses capacités. Donc, vous travaillez tous et toutes dans ce champ-là de ce type de pouvoir. Vous avez ce pouvoir. Hein? Littéralement, c'est un pouvoir. Là. Le pouvoir, c'est une capacité d'agir accrue. Donc, vous avez une capacité d'agir accrue. Donc, en ce sens, vous avez un pouvoir. Bon, des super-héros, peut-être pas, vous n'êtes pas rendu là, mais j'aimerais quand même que vous gardiez cette notion j'aime bien ça, cette idée de héros et héroïne ordinaire, hein, avec des pouvoirs humains, les vôtres. Pas des pouvoirs surhumains, mais des pouvoirs humains quand même. Donc, un pouvoir
une capacité d'agir accrue. Vous l'avez. Et on ajouterait maintenant, soyez responsable. Hein, vous dit l'oncle Ben. Soyez responsable. Soyez responsable, vous direz aussi votre ordre professionnel. Vous ont dit peut-être vos parents, vous dit votre prof en ce moment, et vous dit la société aussi, hein, qui vous font confiance. Soyez responsable. Donc, quoi faire maintenant avec ce pouvoir, cette capacité d'agir accrue? Vous allez vous mettre au service, mais au service de qui, de quoi, au nom de qui, au nom de quoi? Donc, la philosophie, la sociologie, le droit se sont souvent prononcés là, sur le terme responsabilité. Donc, ils ont donné un sens un peu plus précis sur ce terme. Je l'ai dit au dernier cours, il y a au moins deux principaux sens lorsqu'on parle de responsabilité. Puis je vais le dire demain au cours, là, mais je me permets de vous les répéter ici parce que enseigner, c'est aussi répéter. Donc, responsable, ça vient du mot respondere. Donc, respondere, donc répondre. Répondre. Répondre de quelque chose ou répondre de vos actions. Donc, ça, c'est le premier sens, c'est le sens rétrospectif. Et répondre à quelqu'un. Donc, ça, c'est le deuxième sens, c'est le sens prospectif. Donc, prenons ces deux sens parce qu'on va prendre le temps de les approfondir. Donc, deux sens à responsabilité. Le premier sens est rétrospectif. Donc, être responsable en ce premier sens, c'est être responsable de ce qui est passé. Hein, être imputable, c'est souvent le terme, on va remplacer responsabilité par imputabilité pour être plus précis. Là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est responsable, c'est-à-dire qu'il doit répondre des gestes et des décisions qui ont été prises. Donc, rétrospectif, là, c'est ce que ça veut dire. Là, on regarde dans notre rétroviseur, on regarde dans le passé. Rétro, donc dans le passé. Puis on regarde les gestes, les décisions qui ont été prises, puis il y a quelqu'un qui devra répondre de tout ça. Donc, ça traite, ici, je vais vous citer Hans Jonas, là, qui est un penseur qui a bien réfléchi au principe qui est celui de la responsabilité. Hans Jonas, ouverture de la citation, la responsabilité, en ce premier sens, rétrospectif donc, traite d'actes accomplis dans le passé. Hein, et c'est souvent lié aux notions de faute et de sanction. Fermeture de la citation. Et vous avez plusieurs exemples d'utilisation de ce sens de la responsabilité dans votre profession. Quel exemple que je pourrais vous donner? Qui est responsable de l'effritement de ce viaduc? Hein? Il a été construit, mais qui est responsable? Il y a des failles, qui est imputable? Hein? Ça serait une autre façon de le dire un peu plus précisément. Imputable, hein? Mettre le doigt là, sur quelqu'un. Imputable. Les mots, des fois, nous en disent beaucoup. Qui est imputable? Donc, c'est souvent l'ingénieur qui l'a conçu, ça peut être l'entrepreneur qui l'a construit, ça peut être la neige, le gel, dégel, qui eux aussi sont responsables en ce sens-là, mais on voit bien ici qu'il n'y a pas de responsabilité morale, mais c'est quand même l'origine. Hein? Donc, il y a ça aussi le sens. Autre domaine, qui est responsable d'une faille de sécurité logicielle? Là, je vois qu'il y en a plusieurs là, en informatique dans le cours. Qui est responsable de la rigueur de ces données GPS? Il y a eu une erreur de données dans la saisie. Qui est responsable? Donc, qui est imputable? Voilà. Ça, c'est des sens. C'est le sens typique premier qui est celui de sens rétrospectif. Il y a quelqu'un qui a posé des gestes, qui a pris des décisions, et cette personne, elle est responsable, elle est imputable. Responsabilité prospective maintenant, donc toujours pour Hans Jonas, qui a réfléchi au terme responsabilité. Il nous dit la responsabilité prospective est plutôt centrée sur le rapport à un objet externe. Hein, c'est cet objet externe
qui exige une certaine forme d'action, qui exige certains gestes ou certaines décisions. Donc là, ici, on est devant un prospectif. Donc, il y a quelque chose devant nous qui exige certaines actions. Donc, il n'y a pas d'actions qui sont posées. Là. Ça serait rétrospectif. Là, on est devant. Là. Donc, il y a quelque chose qui exige de vous certaines actions. Donc là, ici, on est dans un sens qui est prospectif, donc qui est devant vous, qui est dans le futur. Donc, vous êtes responsable du pont, c'est-à-dire qu'on peut dire que vous allez assumer ce rôle. Vous êtes responsable, vous avez cette responsabilité-là. Vous avez la responsabilité de ce chantier. Donc, il n'y a pas d'actions qui sont encore posées, mais vous avez quand même cette fonction-là. Vous avez un rôle. Donc, ça, ici, on tombe vraiment dans le deuxième sens. Vous avez des devoirs et obligations. La sécurité de ce pont, vous avez cette responsabilité-là. Donc, vous avez ce rôle de la responsabilité. Vous avez le rôle de la sécurité de ce pont. Donc, ça, c'est votre objet là, qui exige certaines actions. Vous allez répondre au public, aux clients, aux pairs qui vous font confiance, qui ont des attentes envers vous. Donc, prospective en ce deuxième sens de responsabilité. Donc, vous êtes projeté dans le futur, vous n'avez encore posé aucun geste et pourtant, vous êtes responsable. Vous n'avez rien fait et pourtant, vous êtes responsable. Il y a des attentes. Il y a un pont qui est en train d'être construit et vous êtes responsable de sa sécurité. Hein. Donc, c'est devant, il y a des gestes que vous devrez poser pour vous assurer de la sécurité. Donc, ça, on est dans le deuxième sens. D'ailleurs, je vous répète donc deux sens, rétrospective, prospective. Au module 7, si vous êtes en classe demain, ou sinon, là, je vous invite encore à écouter l'enregistrement de cours. On va voir ces différentes formes et déclinaisons de la responsabilité. Donc, rétrospective, en droit, là, c'est très utilisé en droit, la forme rétrospective de la responsabilité. Lorsqu'on parle de responsabilité criminelle, responsabilité civile, responsabilité disciplinaire, ce sont tous des responsabilités de type là, rétrospective. Donc, responsabilité criminelle, il y a des gestes qui ont été posés, puis vous devrez répondre de ces gestes ou de ces décisions parce que ces décisions-là ont compromis la sécurité du public, sinon la paix sociale, donc responsabilité criminelle. Responsabilité civile, donc vous avez posé des gestes, vous avez pris des décisions dans le passé, c'est rétrospectif. Il y a eu des dommages, puis à ce moment-là, vous êtes responsable. C'est-à-dire qu'en matière de responsabilité civile, vous devrez dédommager. Donc, vous devrez payer peut-être ou dédommager d'une quelconque façon parce que vous êtes imputable. Donc, responsabilité civile. Responsabilité disciplinaire, c'est-à-dire que vous avez commis des gestes, puis vous avez nui peut-être à la réputation de votre profession, puis vous êtes imputable. Donc, vous devrez répondre de vos faits et gestes devant votre ordre professionnel, comité disciplinaire, donc responsabilité disciplinaire. Donc, tout ça, ce sont des responsabilités rétrospectives. Responsabilité prospective, maintenant, je le dis encore, ça fait le lien avec votre rôle. Donc, vous avez un rôle. Vous avez des responsabilités envers. Donc, il y a un objet là, qui est devant vous. Là. Pour vous, c'est le public, c'est le client, la profession. Vous êtes responsable du public. Vous avez un rôle envers lui. Même chose pour le client. Donc, j'espère que vous saisissez un peu ces distinctions-là. Je parle tout seul, donc je ne le sais pas. Je n'ai même pas vos rétroactions visuelles, mais je présume que oui. Donc, deux sens, c'est un peu plus riche là, que le terme responsabilité. On a l'impression de savoir c'est quoi, là, mais en même temps, maintenant, vous avez un peu, vous serez capable, du moins c'est ce que je présume, que vous êtes capable de faire ces distinctions. Il y en aura d'autres là, demain en classe, mais je dirais que les deux principaux sens sont là. Si ce n'est pas maîtrisé, bien, réécoutez ce podcast. Sinon, soyez là en classe, écoutez les explications, consultez le PowerPoint. Mais je dirais que ce serait important là, de bien
de bien saisir ces nuances. En classe, là, je vais prendre le temps de vous expliquer là, ce que sont ces responsabilités criminelles, civiles, disciplinaires. Donc, une fois qu'on a dit que c'était de la responsabilité rétrospective, il faut quand même prendre le temps d'expliquer les nuances entre criminel, civil et disciplinaire. Pour vous, ça aussi, ça doit être un peu plus clair. Puis, vous verrez demain, je vais en discuter, je vais donner d'abondantes explications pour m'assurer là, que vous sachiez bien les distinguer. Nice job breaking it, hero. Un autre objectif que j'aimerais prendre le temps d'explorer avec vous, c'est la notion de jugement. Donc, ça fait partie des objectifs de ce module, être capable de définir le jugement professionnel et d'en expliquer l'importance dans l'exercice de votre profession. Donc, expliquer l'importance de l'exercice du jugement dans votre profession. Pour être capable d'arriver à une forme d'explication, il faut au moins prendre le temps de définir ce qu'est le jugement. Hein? Savez-vous c'est quoi le jugement? Hein? Donc là, vous pensez encore à Augustin. Là. Je pensais savoir c'était quoi le jugement, mais là, tu poses la question, puis je ne le sais plus. Donc, c'est ça, là, la réflexion qu'on va avoir ensemble. C'est quoi le jugement? Essayez d'y réfléchir. Je vais laisser un long moment de silence. Je sais que dans un podcast, là, c'est pas bon. Mais en même temps, pour réfléchir, des fois, ça prend du temps. Hein? C'est quoi le jugement? Hein? Bon, là, préparez-vous. C'est de la philo. OK? Si on fait on se met à parler de jugement pratique, entre autres. On parle de philo. En fait, ça s'appelle Phi 3900, votre cours. Donc, Phi, là, c'est pour philo. Donc, on va en faire un peu, là. Donc, on pense à jugement, on va plonger dans Aristote et Kant, parce que je dirais que c'est les deux philosophes là, qui ont peut-être le mieux éclairé ce qu'on veut dire par jugement. Donc, le jugement, pour Aristote, on parle de jugement synthétique. Donc, c'est l'acte. Pour lui, le jugement, c'est quoi? Si on vous donne une définition là, bien froide, là, le jugement, c'est l'acte de prédiquer une chose. Prédiquer. Vous rappelez-vous du mot prédicat? On en parlait. On vous a enseigné le français, là, on vous a sûrement parlé de prédicat. Il y a de la philo là-dedans. Là. Donc, lorsqu'on vous parle de prédicat, on ne se pose pas trop de questions, mais il y a de la philo là-dedans. Là. Donc, lorsqu'on se met à juger, nous dit Aristote, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prédiquer une chose. On associe à cette chose un prédicat, un attribut, une qualité. Puis pour vous, ben, c'est pas encore clair. Fait que je vais vous donner quelques exemples. Si je vous dis prédiquer, c'est par exemple vous dire ce que cette chose X est. Puis là, je vais vous donner je suis en train de prédiquer. Là. Donc, je vais vous donner son prédicat. Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme autre exemple? Je pense que ce serait plus simple d'aller avec des exemples plus pratiques et concrets. Donc, je ne sais pas. Ce chien, on va prendre des exemples très concrets. Ce chien est X. Hein? X, c'est le prédicat. Si je dis ce que vous me dites est, je pourrais dire vrai ou faux, là, mais le X, c'est un prédicat. Puis à chaque fois que je me prononce sur cette chose avec le verbe être, je suis en train de prédiquer. Hein? Cette chose X est, ce qui suit, c'est le prédicat. OK? Donc le jugement, c'est ça. Puis c'est pas rien parce que c'est la pensée, la vôtre, qui est en acte, puis qui essaye de se prononcer sur l'être de cette chose. Donc, c'est votre pensée qui tente de décider ce qu'est une chose. Puis vous voyez que je mets de l'intensité là, sur ce qu'est une chose. Si c'était à l'écrit, ce serait en caractère grand. Là. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu. En fait, c'est simple ce que je vous dis. Là. Mais en même temps, c'est très profond. Puis, c'est juste qu'on finit par... On utilise tellement souvent le verbe être dans notre langage quotidien là, qu'on oublie ce qu'on est en train de faire. Puis je me permets de vous le répéter. Là, donc, le jugement,
c'est lorsque votre pensée se prononce sur ce qu'est une chose. Lorsque votre pensée tente de se prononcer sur la valeur d'une proposition. Donc, typiquement, lorsqu'on juge, on se prononce, puis on tente de dire si cette chose est. On va se prononcer souvent à propos du beau. Donc, cette chose est belle. Sur la justice. Donc, cette chose est juste. Sur la vérité, cette chose est vraie. Ou sur le bien. Hein, cette chose est une bonne chose. Donc, jugement. Hein? Je suis en train de prédiquer. Donc, je suis en train de dire si cette chose, elle est belle, juste, vraie ou bien. Donc, des exemples pratiques, je pourrais vous dire, ben, ce chat est beau. Hein, vous aimez les chats? pas autant. Ben, je pense que vous les aimez plus que moi, mais je les adore, mes chats. Là. Faites-moi pas dire n'importe quoi. Donc, le chat est beau. Donc, c'est un jugement. Hein, parce que la pensée est en train de se prononcer sur la beauté de ce chat. Donc, le chat est beau. Donc là, ici, vous remarquerez là, que ça présume une préconception de ce qu'est la beauté. On est en train d'exercer un jugement esthétique. Un autre type de jugement, celui-là, il va vous intéresser. Donc, cette étude scientifique, elle est vraie. Ce qu'on y affirme est vrai. Donc, ça aussi, c'est un jugement. Hein? Ici, c'est la pensée qui tente de se prononcer sur ce qu'est cette chose. Et cette chose, c'est une étude scientifique. J'essaye de dire qu'elle est vraie. Donc ici, on a un rapport à la vérité. Donc là, ici, il y aurait une réflexion à avoir sur ce qu'est la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, ici, on est plus dans l'ordre du jugement épistémique. Donc un jugement sur le savoir, jugement scientifique. Donc ici, on présume qu'il y aurait un lot de doutes et d'incertitudes parce que je suis en train de me prononcer sur la vérité. Autre exemple, prenons la justice. Donc, on pourrait dire, quel exemple? Ben, un exemple qui a souvent été cité là, dans les dernières années, on pourrait dire cette décision de la santé publique concernant le port du masque, cette décision, elle est juste. Ben, elle est juste. Je suis en train de juger parce que je suis en train de me prononcer sur une chose, sur l'être de cette chose. L'être, la chose en question, ben, c'est la décision. Hein, la décision de la santé publique. Puis je regarde cette décision, puis j'essaye de juger cette décision, puis je dis, elle est juste. Hein, puis là aussi, je suis en train de me prononcer, c'est-à-dire que je suis en train de vous annoncer que j'ai une conception de la justice parce que je dis c'est juste ou c'est injuste. Puis à ce moment-là, il faudrait prendre le temps de définir ou de décliner, d'expliciter c'est quoi votre conception de la justice, puis pourquoi vous dites que c'est juste ou injuste. Donc ici, on est dans l'ordre du jugement politique, du jugement juridique peut-être. Enfin, dernier exemple, parlons de la morale. Hein, on pourrait dire le comportement de ce joueur de hockey est mal. Ben oui, là, je suis en train de juger une chose, l'être de cette chose, c'est le comportement du joueur en question. Puis là, je me prononce, j'exerce un jugement. C'est ma pensée qui est en train de s'exercer sur cette chose, quel le comportement du joueur. Puis je me prononce en disant que l'être de cette chose, c'est d'être bien ou d'être mal. Mais vous comprenez ici qu'il faudrait que, si on voulait approfondir, qu'on réfléchisse ensemble sur qu'est-ce que le bien. Hein? Donc, il y a des préconceptions ici. C'est facile de juger, mais c'est plus difficile d'approfondir ou d'étayer notre réflexion lorsqu'on se met à approfondir sur qu'est-ce que je veux dire, pourquoi je dis que c'est bien, c'est quoi la préconception que j'ai en tête. Mais peu importe, hein, je suis en train de juger. Et juger, c'est quoi? Encore une fois, c'est de me prononcer. Je suis en train de prédiquer. J'associe à cette chose un prédicat. Cette chose, c'est le comportement du joueur. Puis je me prononce. Ce comportement est mal à ce moment-là. Ben, c'est un jugement moral. Me suivez-vous, là? Me suivez-vous?
Désolé, j'ai peut-être parlé fort. J'en ai peut-être réveillé quelques-uns. Mais jugement. Jugement. Hein? Donc, tous ces exemples, ce sont des jugements. À chaque fois, il y a exercice du jugement. Le jugement, c'est important parce que c'est votre pensée, la pensée, qui est en acte, qui tente de prédiquer, hein, de dire l'être de cette chose. Est-ce que cette chose, elle est bien? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est vraie? Donc, prédiquer. Associer à cette chose un prédicat, un attribut, une qualité, parler du beau, du vrai, du juste, du bien. C'est ça, juger. Hein? C'est simple. C'est juste ça, juger. Je sais que c'est plus compliqué que vous le pensez, puis je sais que vous préférez juger sans réfléchir, puis on est comme ça. On aime ça juger. Hein? On aime ça dire ce que les choses sont. Hein? Et souvent, ben, sans savoir ce que les choses sont. C'est ça aussi, juger. Mais la philosophie, ça sert aussi à ça, de nous faire voir un peu la complexité de notre quotidien. Donc, la complexité des mots, du sens des mots qu'on utilise aussi dans notre quotidien. Donc, la prochaine fois là, que vous allez dire, vous allez entendre quelqu'un dire sers-toi de ton jugement ou arrête de me juger, là, ça devrait vous donner quelques mots de tête. Là, ça veut dire que là, vous allez vous mettre à réfléchir. Juger. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, juger? Il y a une difficulté philosophique là, c'est une lourde tâche. Puis là, au lieu de juger, vous allez vous poser des questions et vous ferez de la philosophie, puis vous allez m'en vouloir un peu plus encore, gageons-le. Jugement. Et c'est important d'enrichir cette notion parce qu'elle est au cœur de votre profession. Donc, l'exercice du jugement, on va l'appeler le jugement professionnel parce que c'est un professionnel qui est en train de juger. Ben, ce jugement professionnel, il est partout. Est-ce que cette chose, est-ce que c'est vrai ce qu'on me dit? Est-ce que c'est juste la décision, la règle? Est-ce qu'elle est arbitraire ou elle est juste? Est-ce que cette décision, c'est la bonne? Donc, ce jugement-là, là, il est partout. Puis vous aurez remarqué aussi que la question du jugement, ça s'exerce toujours dans un contexte d'incertitude, de doute. Hein? Incertitude et doute. Pourquoi? Mais parce que, vous l'avez vu dans mes explications, la question du bien, du vrai, du juste, là, on est loin d'avoir unanimité là, à propos de ces termes-là. Là. Qu'est-ce que le vrai? Qu'est-ce que le bien? C'est quoi la justice? Écoutez, il y a des guerres là, qui tournent autour de ça, des chicanes autour de ça. Là. C'est pas simple de parler de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste. Donc, il y a une belle grosse zone là, ici d'incertitude. Puis, c'est parce qu'il y a plein d'incertitudes qu'on va invoquer le jugement. Donc, le jugement, il essaye d'agir dans ces zones d'incertitude. C'est quoi la bonne décision? Est-ce que cette étude-là, elle est vraie? Est-ce que c'est juste la décision qui a été prise? Est-ce qu'elle est conforme à une norme? Est-ce que la norme, elle est elle-même juste? Est-ce que c'est beau ou pas? Mais ça, je dirais que le jugement esthétique est moins là dans l'exercice de votre profession, mais c'est quand même, ça fait partie quand même de l'ordre du jugement. Donc, incertitude aussi, c'est une composante importante du jugement. Hein, on pourrait dire que le jugement en acte n'est pas nécessaire s'il n'y a pas d'incertitude. Par exemple, si je vous dis 2 plus 2, est-ce que ça égale 4? Écoutez, il n'y a pas besoin de beaucoup d'exercices du jugement pour arriver à oui. Là. Demandez à votre calculatrice, on arrive à des certitudes. Les maths ont cette beauté, ça nous rassure. On arrive à ce genre de certitude. Mais habituellement, l'exercice du jugement, c'est plutôt dans cette zone d'incertitude. Donc, c'est là qu'il est nécessaire. C'est parce qu'il y a des incertitudes dans l'exercice de votre profession que vous aurez besoin de l'exercice du jugement. Puis qu'on aura besoin d'un jugement de grande qualité, parce que justement, ça vous permettra de gérer prudemment l'incertitude, le doute, les dilemmes. Quel exemple je pourrais vous donner? Parce que là, ça fait longtemps que je parle, ça prendrait des exemples. Parlons du contexte COVID-19. On tente d'en sortir, mais les exemples, vous en avez
bien vu et retenu là, des exemples de gestion en zone d'incertitude pendant la crise de la COVID, là. Donc, c'est quoi ce virus? Comment se propage-t-il? Quoi faire dans ce contexte? Le confinement, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est juste? Le masque, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'on devrait l'imposer? La vaccination, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'on devrait l'imposer? Quelles mesures devrait-on faire pour inciter les gens à se faire vacciner? Le déconfinement, qui déconfiner? Qui en premier? À quel rythme? Donc, vous le voyez, les tartelettes d'Arruda, est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont encore bonnes, les tartelettes? Rien n'est moins certain en ce moment. Vous le voyez, les zones d'incertitude sont là, là. Et dans ces zones d'incertitude, ça prend du jugement. Donc, c'est là que le jugement est nécessaire. C'est là qu'il est mobilisé pour décider. Décider dans un contexte d'incertitude. Puis, c'est qui va devoir exercer un jugement dans ces zones d'incertitude? Bien, c'est vous. C'est vous, mes petits amis, qui allez devoir exercer votre jugement dans ces zones d'incertitude. Parce que dans l'exercice de la profession, je le disais un peu plus tôt, il y a une foule d'incertitudes. Je dirais que l'exercice de votre profession, c'est constamment se promener dans ces zones d'incertitude. C'est là que votre jugement est le plus important. Hein? Donc, vous êtes en train de participer à un projet de construction, je ne sais pas, un troisième lien, tiens, pourquoi pas, on est rendu là. Vous êtes pris avec des études contradictoires ou qui ne disent pas exactement la même chose, puis vous essayez de voir les données qui sont les plus pertinentes et vraies dans ces études, d'essayer d'approfondir pour essayer de voir qu'est-ce qui est le plus parlant dans les données qui vous sont données. Donc, il y a cette zone d'incertitude. Il y en a d'autres, des zones d'incertitude. Je ne sais pas, moi, des fois des conflits de valeurs. Donc, vous êtes face à un problème. Le dilemme que vous avez à résoudre dans votre TP2, c'est un peu ça, là. Donc, il y a une belle zone d'incertitude là. Vous devez choisir entre, je ne sais pas moi, sécurité ou protection du public ou allégeance à l'employeur. Puis là, vous avez à trancher. Je veux bien garder mon allégeance envers mon employeur, mais ce qu'il me demande de faire, ben, ça compromet un peu la sécurité des futurs usagers. Puis qu'est-ce que je devrais faire? Donc, prendre la meilleure, la bonne décision, la décision la plus juste dans ce contexte. On est en train d'exercer le jugement. Jugement. Hein? Donc, jugement, il y en a plein. Vous serez toujours dans ces zones d'incertitude et vous devrez tenter d'exercer votre jugement en vous appuyant sur justement sur la science, sur le savoir, sur les normes. Hein? Tenter d'exercer ce jugement dans ces zones délicates, dans ces zones d'incertitude. Vous devrez exercer votre jugement. Puis pour ça, pour exercer votre rôle, vous devrez vous appuyer sur la science. Donc ça, c'est vrai, parce que vous êtes là pour protéger le public, et rappelons-le, donc vous êtes là aussi pour servir le bien. Hein, mais là, ici, là, toutes les fois que je mentionne ces choses-là, il faut que vous entendiez aussi le sous-texte, là. Vous êtes là pour tenter de protéger le public. Mais qui est ce public? Tenter de servir le bien. Mais qu'est-ce que le bien dans tel contexte? Vous devrez tenter de négocier ces zones d'incertitude. Puis des fois, l'incertitude, elle est dans la définition même de l'objet de votre rôle. Protéger le public, qu'est-ce que ça veut dire? Servir le bien de la société, qu'est-ce que ça veut dire, ce bien de la société? Qui le conçoit, ce bien commun? Je me mets au service de qui? Donc, voilà, c'est ce que vous devrez faire. Agir de façon responsable. Exercer votre pouvoir. Tenter d'exercer un jugement honnête et intègre. Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités, nous disait l'oncle Ben. Et exercer avec une grande responsabilité, c'est aussi exercer son jugement. OK, l'indice cette semaine, on va y aller avec la définition du jugement d'Aristote. Pour Aristote, le jugement, c'est l'acte de prédiquer une chose.
c'est l'acte d'associer à cette chose un prédicat, un attribut, une qualité. Et si vous avez arrêté de m'écouter parce que vous dites c'est trop long, ben, je vous invite, pour comprendre ce qu'est le jugement, c'est intéressant aussi d'explorer son strict contraire. Hein, le manque de jugement. Je pense que là on est dans quelque chose aussi. Là. C'est quoi qu'on reproche, hein, vous êtes sur les réseaux sociaux, là. C'est quoi qu'on reproche exactement à celles et ceux sur les réseaux sociaux lorsqu'on dit qu'il manque de jugement? Hein, de quoi manque-t-il? Parce que si on veut savoir c'est quoi le jugement, il faut se poser cette question-là. Il manque de jugement, mais de quoi manque-t-il? Est-ce qu'il manque d'informations? Ben non, des informations, ils en ont à la tonne. Donc, vous le voyez là, sur les réseaux sociaux, si vous cherchez des informations, vous allez en trouver à la tonne, peu importe d'ailleurs la partie du débat que vous tentez de défendre. Il y en a plusieurs des informations qui pourraient peut-être confirmer ce que vous pensez. Mais curieusement, le signe le plus évident de manque de jugement, c'est justement le refus d'accepter justement cette part d'incertitude dans le savoir. Hein, pensez-y un peu, c'est le refus de la complexité. Hein, donc, si vous faites des sciences, là, puis pour n'importe qui a déjà fait des sciences ou exploré des domaines complexes du savoir, que ce soit le savoir politique, économique ou scientifique, là, dès qu'on se met à approfondir les zones complexes du savoir, puis qu'on se met à le faire avec une certaine rigueur, là, on se rend vite compte que c'est compliqué tout ça. Là. Donc, les vaccins, c'est compliqué. La santé humaine, c'est compliqué. Construire un pont, un avion, une fusée, un robot, un logiciel, c'est compliqué. Puis exercer le génie, l'arpentage, la chimie, les études, c'est quoi vos autres thèmes? Les études géologiques, construire des vaccins, des médicaments, faire de la recherche, c'est complexe. Hein? Donc la définition du jugement elle-même est complexe, mais je ne veux pas vous mêler. C'est-à-dire que celui qui manque de jugement, c'est celui qui tente de réduire le champ du savoir à des simplifications. Donc ça, vous allez le voir sur les réseaux sociaux. Manquer de jugement, c'est souvent ce passage-là là, lorsqu'on se met à dire que finalement, c'est simple. C'est tellement simple ce débat-là que je vais vous l'expliquer en 3 phrases. Lorsque vous êtes rendu à faire ce genre ou à commettre ce genre d'affirmation, vous savez que vous avez quitté le monde du jugement rationnel. Hein? Réduire le monde ou la complexité du monde c'est des que ceci, des que cela, puis là, on réduit la complexité du monde à tellement peu qu'il n'y a rien. Donc, on tente de nier l'incertitude, hein, nier la complexité. Donc là, à ce moment-là, on verse dans le manque de jugement. Le manque de jugement, nous dirait Aristote, parce qu'il faut y revenir. Donc, pour Aristote, c'est la pensée qui est en acte, le jugement. Mais le manque de jugement, ce serait la pensée qui n'est plus en acte, qui a arrêté de poser des questions, qui a abandonné la complexité du monde. C'est la pensée qui se contente des applications, des solutions simples qu'on lui propose à des problèmes qui sont complexes. Donc, c'est la pensée qui refuse la complexité, l'incertitude. C'est une pensée qui n'est plus en acte. Donc, désolé de vous l'apprendre, là, mais il y en a, malheureusement, là, le manque du jugement, c'est la beauté de la chose. Là, il y en a des deux côtés du débat. Peu importe le débat d'ailleurs. C'est ceux qui ont abandonné la complexité puis qui se sont réfugiés derrière leur certitude, souvent simple, sinon simpliste. Donc, en même temps, il y a de la psychologie là-dedans. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être assuré. On a besoin de certitude. On a besoin d'explications simples. Mais la réalité,
vous le savez, si vous avez fait un peu de science ou si vous avez exploré des domaines du savoir, la réalité, c'est que c'est complexe. Hein, c'est incertain. Et ça prend du jugement pour naviguer dans ces zones d'incertitude. Donc voilà, c'est ce qu'on... lorsque quelqu'un va vous dire désormais, là, sers-toi de ton jugement, vous allez y réfléchir un peu plus, puis vous en apprécierez peut-être un peu plus la lourdeur de la tâche là, qu'on vient de vous confier. Sers-toi de ton jugement. Parce que dans l'exercice de votre profession, on vous le demande. Exercez prudemment votre jugement professionnel. L'exercer de façon libre et autonome, de façon responsable. Vous voyez comment maintenant, en parlant un peu, là, vous voyez comment cette phrase elle est lourde de sens. Hein? Exercer un jugement professionnel de façon libre et autonome. Donc, c'est ce qu'on peut dire à propos de ces belles notions. Des notions complexes, elles aussi sont complexes et nous les avons à peine effleurées dans ce podcast d'aujourd'hui. OK, ce sera tout pour mon intro au module 7. En fait, c'est plus qu'un intro. Là, j'ai pris le temps d'approfondir deux grands termes, professionnalisme, pas professionnalisme, mais responsabilité et jugement. Donc, deux termes centrales, je dirais, dans ce module 7. Je vous rappelle les objectifs du module 7. Expliquer les principaux régimes de responsabilité. Donc, les sens de responsabilité, les régimes de responsabilité que sont la responsabilité criminelle, civile, disciplinaire, on en dira davantage en classe. Expliquer quelles sont les responsabilités prospectives et rétrospectives d'un professionnel. Expliquer ce qui peut entraver, justement, ou nuire à l'exercice de ce rôle. Définir le jugement professionnel. Êtes-vous capable de le définir, le jugement professionnel? Donc maintenant, je vous ai donné déjà quelques notions. Puis j'ajoutais dans l'objectif d'en expliquer la valeur au sein de l'exercice de votre profession. Donc la valeur, c'est qu'il est au cœur de l'exercice de votre profession, le jugement professionnel. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que le jugement professionnel? Avant de vous laisser, rappelons aussi que dès ce mardi, donc 15h30, donc tout de suite après le cours, là, demain mardi, à 15h30, vous aurez accès à votre examen de mi-session. Donc l'examen de mi-session, ça se fera, je le rappelle, à distance, en ligne. Vous aurez jusqu'au la semaine prochaine, la date, attendez, je vais vérifier ça. Vous aurez jusqu'au 26 février à 23h59, donc du 21 février, 15h30, au 26 février, 23h59, pour faire votre examen à distance. Donc, si vous voulez plus de détails, je vous invite à écouter l'épisode précédent du podcast. C'est autour de la 35e minute où je donnais mes instructions et concernant les évaluations, plutôt l'examen de demi-session. Donc, encore une fois, pas de stress plutôt. C'est un examen qui est pratique. C'est une pratique plutôt. Donc, soyez travaillant, rigoureux, prêt. Il faudra avoir révisé les 6 premiers modules, mais l'examen n'est pas pensé pour vous piéger. Au contraire, là, c'est une pratique là, pour vous préparer à l'examen final, que vous voyez un peu à quoi ça ressemble un examen d'éthique dans un contexte où c'est un peu plus relax et rassurant. Vous serez à distance, peut-être avec un ami, et vous aurez accès à vos notes. Alors que, rappelons-le, l'examen final, ça ne se fera pas dans le même contexte. Ce sera en classe, sur papier, sous surveillance, sous haute surveillance. Pas tant que ça. Mais quand même, là, vous voyez que le contexte pourrait être plus stressant si vous êtes mal préparé, puis si vous n'avez jamais vécu ce qu'est un examen. Donc, l'examen de mi-session, c'est un peu à ça que ça sert. Demain, en classe, quoi faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire aussi je vais faire un caout récapitulatif. Donc, si ça vous tente de réviser un peu vos modules 1 à 6, vous viendrez nous voir en classe. Je vais présenter évidemment le contenu du module 7. J'en dirai plus sur plusieurs notions que nous avons effleurées dans ce podcast. Puis, à la fin du cours, je ferai un podcast. Non, je ferai assez d'un par semaine.
Je ferai un caout parce que vous aimez ça, puis ça ajoute un petit peu d'attention pendant le cours, puis un petit peu d'énergie aussi à la fin du cours. Donc, ne le dites à personne, c'est notre secret. Alors, on se voit demain en classe. Sinon, ben, on se verra la semaine prochaine en podcast, probablement, si on se revoit ici. Et d'ici là, ben, prenez soin de vous, soyez prudents, soyez responsables, servez-vous de votre jugement. Allez, bye bye.